La sélection librairie du mois de mai. El Presidente de Santiago Mitre, édité par Memento. Au cours d'un sommet rassemblant l'ensemble des chefs d'État latino-américains, dans un hôtel isolé de la cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président argentin, est rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa fille. Alors qu'il se démène pour échapper au scandale qui menace sa carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour conclure un accord primordial pour son pays. Le présent film est plus délibérément politique et sarcastique et se présente sous la forme d'un petit jeu de massacre quelque part entre le Nanny Moretti du Caïman et le Pablo Larraín de No. Avoir confié le rôle du président à Ricardo Darín n'est déjà pas en soi innocent. L'acteur apporte la dérision et le trouble qu'il déploya naguère dans Les Neuf Reines ou plus récemment dans Les Nouveaux Sauvages. Un jeu à la fois distancié et exubérant qui donne ici une image particulièrement équivoque et inquiétante de l'homme politique. Santiago Mitre ne force pas le trait et propose un petit théâtre de la cruauté qui invite à se méfier des faux-semblants et des apparences. Le film transcende alors son contexte politique pour mettre en évidence l'hypocrisie des rapports sociaux. Si chacun a ses raisons, comme disait Renoir, force est de constater que la ruse et le pouvoir de manipulation vont permettre aux plus puissants de se distinguer. Le film commence de manière documentaire. Nous entrons dans la résidence principale par la petite porte. Nous déambulons dans le dédale des couloirs, puis nous rencontrons les collaborateurs du président, et enfin le président lui-même. Nous le suivons à Santiago du Chili, nous découvrons avec lui l'hôtel où se déroule le sommet, nous faisons connaissance des autres présidents, et jusque-là le film reste très réaliste. Ce thriller psychologique et politique, astucieux, à l'élégante mise en scène, superbement filmé, bien dialogué, porté par d'excellents acteurs, ressemble à un périple initiatique. Un homme d'État prend ses marques, affronte son passé, protège ses secrets et manœuvre en coulisses, sans se départir du masque impassible, énigmatique qu'il a hissé au pouvoir suprême. Un film intrigant et passionnant. Seule la Terre de Francis Lee, édité par Pyramide. Un premier film, tendre et touchant, multiprimé à travers le monde. Nommé au BAFTA du meilleur film, 4 British Independent Film Awards, dont meilleur film et meilleur acteur, Festival Sundance, prix de la mise en scène. Coincé dans la ferme de ses parents située dans le Yorkshire, Johnny subit dans le travail et l'alcool. Le jeune homme est obligé d'aider son père de plus en plus affaibli, tandis que ses amis d'enfance ont quitté la région pour faire leurs études. La vie s'écoule, monotone, jusqu'au jour où Gheorghe, un saisonnier d'origine roumaine, vient donner un coup de main à la ferme familiale. Johnny et Gheorghe noueront peu à peu des liens très forts. Seule la ferme narre l'histoire d'un coup de foudre entre deux hommes, avec beaucoup de justesse et de simplicité. Qu'il s'agisse de filmer le quotidien d'une famille de fermiers ou les relations sexuelles entre les deux hommes, scènes qui sont tout à la fois sensuelles et pudiques. Lucky de John Carroll Lynch, édité par KMBO. Ce premier long-métrage de l'américain John Carroll Lynch, vu entre autres dans Fargo des frères Coen ou Zodiac de David Fincher, tourné dans une petite ville du désert texan, est un bel exemple de cinéma indépendant ancré dans la légende. Celle de l'Ouest américain d'abord, décor mythique dont on finit par se demander si ce n'est pas le cinéma qui l'a inventé. Y déambule une dernière fois Harry Dean Stanton, l'acteur de Paris, Texas de Wim Wenders, mort il y a quelques mois à l'âge de 91 ans. Le voir réapparaître en Marcel et caleçon, puis Stetson et chemise de cow-boy est une émotion en soi. Il est Lucky, increvable, fumeur d'American Spirit, cruciverbiste philosophe et d'un athéisme insolent au pays de la foi. L'histoire, juste lui, sa silhouette et sa démarche de vieux héron, entrant et sortant du cadre avec ses habitudes, ses manies, ses rencontres insolites et sa conscience soudaine de ne pas être éternelle. Au hasard de ces mots croisés, Lucky découvre la définition de réalisme. Mais ce qui est réel pour lui, l'est-il pour les autres? Une mélancolie métaphysique flotte sur ce drôle de film dont certaines absurdités poétiques rappellent aussi de loin le cinéma de David Lynch. D'ailleurs, le créateur de Twin Peaks est au bar dans le costume d'un type timbré et émouvant qui a une tortue pour seul ami. Les autres seconds rôles
convoquent aussi des souvenirs comme Tom Skerritt, Mash et Au milieu coule une rivière, en vétéran qui ne s'est jamais remis de la Seconde Guerre mondiale. Lecky ne croit pas à l'existence de l'âme. Mais ce film voyage immobile et lumineux en territoire américain de cinéma en a une, incontestablement. Il s'achève sur le sourire d'un acteur proche de la mort qui part tranquillement se promener dans le désert. La vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder, édité par Shawshank Film. C'était l'un des rêves de Billy Wilder, des aventures inédites pour l'un de ses héros favoris, Sherlock Holmes. L'intrigue qu'il imagine avec Hal Damon est riche, baroque, drôle, superbe d'intelligence. Les criminels n'étant plus ce qu'ils étaient, Holmes s'ennuie, au point de se livrer à son vice favori, cette fameuse solution à 7% de cocaïne, titre initialement prévu, que tente de lui dissimuler le fidèle Dr Watson. Sherlock Holmes et son ami, le Dr Watson, sont invités à une soirée des ballets russes. Petrova, première ballerine et beauté vieillissante, met Holmes dans l'embarras en lui demandant de l'épouser. Le célèbre détective, quelque peu misogyne, décline l'offre poliment. Quelque temps de là, Holmes recueille une jeune Belge, Gabrielle Valadon, qui a tenté de se suicider en se jetant dans la Tamise. La charmante, désespérée, est à la recherche de son époux, dont elle est sans nouvelles. Bien qu'ayant une sainte horreur des femmes, Holmes accepte de l'aider après quelques tergiversations. Il se lance alors dans une longue et minutieuse enquête. Une merveille. Osmose parfaite entre film d'aventure et comédie burlesque, avec ce duo étrange que forment un Watson égrillard et un Sherlock Holmes apeuré par les femmes. Avec son humour inimitable, Wilder résout même le mystère du monstre du Loch Ness. Et une tendresse inattendue, il nous offre cette admirable séquence où un simple au revoir envoyé en morse à l'aide d'une ombrelle devient, sur la musique de Miklos Rozsa, la plus belle des déclarations d'amour. La vie privée de Sherlock Holmes, l'un des sommets de l'œuvre de Billy Wilder, mélancolique, drôle, émouvant, intelligent, trépidant et ludique, ce film se place comme l'apogée d'une des plus brillantes carrières qu'Hollywood n'ait jamais connues. L'Arche de Monsieur de Sévardac de Karel Zeman, édité par Malavida. Redécouvrez le film qui a marqué l'apothéose de la période la plus brillante de la filmographie de Karel Zeman, 1988. Une comète croise la Terre et une partie du continent africain est propulsée dans l'espace. De la rencontre dans ce voyage forcé entre le capitaine Sévardac et la belle Angélique naît un amour. Mouvementé. Le jeune capitaine de l'armée française tente de convaincre ses ennemis d'hier de s'allier contre les dangers qui les guettent. Mais l'utopie sera de courte durée. L'Arche de Monsieur de Sévardac, sous couvert d'adaptation du roman de Jules Verne, évoque avec désenchantement la fin du rêve qu'a été le printemps de Prague. Il se veut aussi avec une ironie mordante antimilitarisme et anticoloniale. Karel Zeman crée un univers enchanteur à mi-chemin de deux de ses grandes sources d'inspiration, Méliès et Jules Verne. La lune qui unit ces trois hommes est à la fois objet poétique et scientifique. En mettant la technique au service de l'imagination et à côté de son goût pour l'artifice, Zeman conserve un pouvoir d'émerveillement par la pellicule. Son cinéma pourrait être une imitation de celui qu'aurait pratiqué Méliès s'il avait vécu jusque dans les années 60. Assumant pleinement la théâtralité de ses plans, faisant évoluer ses acteurs dans des décors magnifiquement peints, il réutilise certains des trucages du français comme les transparences. Il réussit le prodige de conserver la poésie de Méliès dans un contexte moderne. L'héritage de la chouette de Chris Marker, édité par Arte. À l'occasion de la rétrospective de la Cinémathèque de Paris, Arte propose dans une version inédite et intégralement restaurée la mini-série segmentée en 13 chapitres. Commandée à Chris Marker d'après une idée de Jean-Claude Carrière et coproduite entre autres par la Fondation Alexandre S. Onassis et la CET, aujourd'hui Arte. Il s'agit de définir l'identité occidentale tout en s'interrogeant sur les valeurs de la Grèce antique et son héritage à travers les siècles. Le film a pour sujet l'héritage de la Grèce antique. Chris Marker rencontre des hellénistes, des logiciens, des hommes politiques, des artistes et les interroge pour connaître l'influence de la Grèce antique sur le monde moderne. Cette interrogation a pour point de départ, dans chaque épisode,
un mot hérité de la Grèce antique. Symposium, olympisme, démocratie. Chris Marker, Never Explain, Never Complain, de Arnaud Lambert et Jean-Marie Barbe, édité par Docnet. Vénéré par ses pairs et pourtant souvent méconnu, Chris Marker a marqué l'histoire de l'art contemporain au XXe siècle. À la fois cinéaste, mais également photographe, écrivain, peintre, essayiste, le film tente, à l'aide d'extraits de films emblématiques de sa carrière, de dessiner un portrait de cet artiste insaisissable aux multiples facettes. Chris Marker a 60 ans durant exploré la plupart des moyens d'expression. Écrivain, cinéaste, essayiste, grand voyageur, photographe, un peu pianiste, un peu peintre, ami des bêtes, intellectuel engagé et chantre de l'imaginaire, il s'est passionné au tournant des années 80 pour les technologies numériques au point de mener sur ces dernières années une existence parallèle sur Second Life. Mêlant les témoignages de ses plus proches compagnons à de nombreux extraits de ses films, Chris Marker Never Explain, Never Complain retrace les grands temps de cette cinématographie unique, épousant à travers elle les formes et les engagements cinématographiques et politiques de la seconde moitié du XXe siècle. We Blew It de Jean-Baptiste Toré, édité par Potemkin. Pour son premier long-métrage, Jean-Baptiste Toré dresse une vaste fresque documentaire sur les États-Unis depuis les années 70. On connaissait Jean-Baptiste Toré comme critique et historien de cinéma, auteur d'essais percutants sur le cinéma américain, intarissable notamment sur ces années 70 qu'il n'a cessé d'étudier sous toutes les coutures. Il était donc bien naturel qu'il leur consacre son premier long-métrage. We Blew It, vaste fresque documentaire sur les restes calcinés d'une époque légendaire et la conscience d'un désastre annoncé. Issu d'un long voyage en 2016 à travers l'Amérique pré-Trump. C'était un pari des plus risqués. Jean-Baptiste Toré l'a relevé. Réaliser un documentaire atmosphérique et flamboyant sur la fin d'une utopie, celle de la Beat Generation, qui porta sur ses épaules la contestation sexuelle et culturelle américaine du milieu des années 60 au début de la décennie suivante. Lors de cette parenthèse dorée, ses rêves politiques et sa soif de liberté se sont incarnés dans une vague cinématographique passionnante qui ouvrit la porte aux anti-héros et aux films adultes de Easy Rider à Massacre à l'entrepreneuse, en passant par 5 pièces faciles, La dernière séance, Point limite zéro, Nashville ou La barbe à papa. Des œuvres formelles, audacieuses, politiquement subversives ou socialement engagées, où le divertissement fusionnait avec une certaine exigence de qualité. À nous de jouer d'Antoine Fromental, édité par Jour de Fête. Plaidoyer pour une école plus ouverte, plus intelligente, plus généreuse, le documentaire nous plonge en immersion dans 2 classes à projet de 3e du collège Jean Massé à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. L'une est spécialisée en théâtre, avec en ligne de mire une représentation publique à la fin de l'année, l'autre en rugby, engagée dans les championnats de France. Cette pédagogie alternative, pour laquelle l'établissement se donne de véritables moyens et dont le film montre à quel point elle nourrit les élèves tout en développant l'écoute, le respect d'autrui, la confiance en soi, rétablit le collège dans son rôle de lieu d'apprentissage, d'acquisition d'autonomie et de savoir et de sociabilisation. À travers la parole des collégiens, le documentaire offre aussi une photographie de la jeunesse française d'aujourd'hui, des rêves qu'il apporte, de l'énergie qu'elle déploie pour composer avec la réalité aussi hostile soit-elle. Peggy Guggenheim, La collectionneuse, de Lisa et Mordino Vreeland, édité par Blackout. La vie tumultueuse de Peggy Guggenheim est bien connue. Sa voix beaucoup moins. C'est elle que l'on entend tout au long du documentaire que lui consacre la réalisatrice. Un petit miracle. Des cassettes enregistrées jadis par sa biographe officielle, Jacqueline Bogart, qui avait été égarée. Des heures d'interview retrouvées par la documentariste dans une cave de Park Avenue à New York. Une immersion fascinante dans la vie d'une figure emblématique de l'art moderne. Quelle vie! On ne peut s'empêcher à la vision de Peggy Guggenheim, la collectionneuse, d'admirer un parcours qui sans doute ne ressemble à aucun autre. Triomphal sur le plan professionnel, largement plus contrasté sur le plan personnel. Il brasse tous les artistes contemporains. La liste est trop longue, mais on cherche en vain quelqu'un qui ne lui ait pas échappé. À la faveur des rencontres, amicales, sexuelles par moments. Car ce qu'on apprend de plus étonnant, quand on ignore à peu près tout de la vie de Peggy Guggenheim, c'est bien cette liberté sexuelle qui lui valut réputation et sarcasme, mais qui font d'elle aussi une femme libre, largement en avance sur son temps. Pierre Soulages, de Stéphane Berthomieux, édité par Montparnasse. À 97 ans,
Pierre Soulages, qui peint toujours, s'impose comme une légende vivante de l'art contemporain. Retour sensible sur le parcours et l'œuvre, vibrante de lumière, du maître de l'outre noir. Vers 4 ou 5 ans, alors qu'il traçait allègrement des traits noirs sur une feuille blanche, le petit Pierre Soulages expliquait « Je fais de la neige ». Une anecdote entrée dans les annales familiales de ce géant, 1,90 m, de l'art abstrait, qui, à 97 ans, l'esprit alerte et la mémoire fraîche, peint toujours. Né le 24 décembre 1919 à Rodez, Soulages grandit entouré de femmes aimantes, une mère et une sœur aînées, et arpente avec la même curiosité éblouie les forêts aveyronaises et les ateliers d'artisans de sa cité, qui lui inspireront sa fameuse technique au brou de noix. À l'adolescence, la découverte de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques, chef-d'œuvre de l'art roman, qu'il éclairera des décennies plus tard de ses merveilleux vitraux aux couleurs vacillantes, fonde sa vocation alors qu'il ne s'impose par sa fulgurante modernité dès les années 1950, comme l'une des figures majeures de l'art contemporain, de Paris à New York. Toujours accompagné de son épouse Colette, rencontrée sur les bancs des Beaux-Arts de Montpellier, cet inlassable explorateur de l'outre noir et de ses lumières avoue pourtant attendre d'oser lorsqu'il peint, en quête comme au premier jour d'inattendu. Portrait sensible de l'artiste à l'impressionnante allure, le documentaire pénètre au cœur de son œuvre au noir, dont la lumière et la matière, filmées en gros plan, vibrent ici d'une énergie hypnotique. Délicatement, Stéphane Berthomieux lève le voile sur les mystères d'un artiste mythique, qui a accepté qu'on lui consacre un musée à Rodez à la seule condition qu'il s'agisse d'un lieu vivant, ouvert aux autres, et non d'un mausolée. Guidée là par la voix de Dominique Blanc, la déambulation poétique et savante croise aussi la parole d'amateur de Jean-Michel Jarre au philosophe Alain Badiou, conquis par son invention radicale, en passant par Jean-Luc Barrier, le recteur de la cathédrale de Rodez, profondément touché par les imperfections assumées du peintre. Kédi, des chats et des hommes, de Seda Tahoun, édité par Épicentre Film. Ce documentaire raconte la vie des chats à Istanbul et en même temps la vie des habitants auprès de ces chats qui rythment leurs jours. Kédi, des chats et des hommes, c'est un film documentaire magnifique, plein de poésie et de saveur, qui a de quoi regonfler le cœur des plus pessimistes. La relation entre les humains et les chats est extrêmement riche et pleine de belles émotions. Focus sur l'amour et la bonté qui se trouvent en chacun de nous. À l'occasion du 50e anniversaire de Mai 68, découvrez dans son intégralité le documentaire Mai 68, la belle ouvrage de Jean-Luc Magneron, édité par Rémini. Un documentaire rare sur les événements de Mai 68 qu'agrémentent de nombreux témoignages poignants d'inconnus et de célébrités. Long réquisitoire contre les violences policières, Mai 68, la belle ouvrage confronte scènes d'affrontements filmées sur le vif et entretient des témoins de l'événement. Après la série, La destruction des Juifs d'Europe, William Carell et Blanche Finger poursuivent leur exploration de l'histoire du peuple juif avec l'arrivée des survivants de la Shoah en Palestine et la création d'un État juif sur cette terre, épisode crucial de l'histoire du XXe siècle et du XXIe. Israël, une terre promise 2 fois, édité et diffusé sur Arte à l'occasion des 70 ans de la création de l'État d'Israël. Ce projet retrace les 2 premières décennies d'existence de l'État hébreu, depuis sa naissance mouvementée jusqu'à sa brusque extension territoriale après la guerre des 6 jours en 1967. 20 ans qui ont posé les bases de l'État d'Israël contemporain. 20 années décisives pour la communauté juive et arabe de Palestine, mais aussi pour l'ensemble du Moyen-Orient. 20 années essentielles pour comprendre la genèse d'un conflit toujours au centre de l'actualité. Quand l'histoire fait date, réalisé par Patrick Boucheron et Denis Van Varebeke, édité et diffusé par Arte, raconte une histoire mondiale en quelques grandes dates revisitées à travers le prisme de la mémoire. Porté par le récit érudit et passionné de l'historien Patrick Boucheron et par une identité graphique forte et ludique, l'histoire prend vie de manière accessible et vivante. 33, 1492, 1789, 1945, comment ces dates se sont-elles glissées dans notre mémoire collective? Qui a décidé lesquelles étaient mémorables? Comment construit-on un événement? Pourquoi? Pour qui?
et comment finit-il par entrer dans les manuels d'histoire? L'historien Patrick Boucheron revient sur quelques-unes de ces dates pour découvrir en quoi elles nous aident aujourd'hui à saisir le panorama d'une histoire globale, car il existe de nombreux calendriers différents dans le monde. Pas une histoire unique, mais une multitude d'histoires enchevêtrées. Alors, élargissons la focale, renversons notre point de vue et livrons-nous avec Patrick Boucheron à ce petit exercice de fabrique de la mémoire. Le voyage en ballon, édité par Arte. De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de l'autre côté de leur monde, partent en voyage, en ballon ou à pied. Leurs expéditions seront riches en rebondissements. 4 courts-métrages autour de la vie, parfois surprenante, des insectes. Novembre, alors que l'automne est là, quelques petits animaux anticipent l'arrivée prochaine de la pluie. Bac, un escargot qui fait tout ce qu'il peut pour arriver en haut d'une feuille, afin d'avoir un point de vue imprenable. C'est alors qu'il fait une étonnante rencontre. Murat Veka. Les insectes sont absorbés par tous leurs petits soucis, sauf la fourmi qui sait apprécier la beauté des choses. Le voyage en ballon. Une fourmi ingénieure vient de créer un ballon dirigeable. Avec quelques camarades, elle se lance dans un grand voyage. Un film d'animation à partir de 3 ans. La Chouette fait son cinéma revient avec un nouveau programme à partir de 6 ans, Le vent dans les roseaux, édité par Arte. Si l'écriture pour les Bouchoux est un art délicat, comme le confie le producteur Arnaud Desmoinques, ce programme nous prouve justement, et une fois de plus, que ces studios belges et français le manient à la perfection. Les bambins retrouveront avec plaisir la Chouette du cinéma qui dévoile ici 5 courts-métrages sur le thème de la liberté, portés par des héroïnes malicieuses et pleines de ressources. Dentelle et Dragon et La chasse aux dragons, les 2 films qui ouvrent le programme, parlent de la liberté d'être soi-même, au-delà d'un rôle que la société nous aurait imposé. Ces récits se jouent ainsi habilement des stéréotypes de genre. Pas question pour les héroïnes de se cantonner au rôle de princesse ou de s'amuser avec leurs poupées pendant que les garçons partent à l'aventure. Ces historiettes bousculent avec humour et intelligence les idées reçues. Voilà un propos ô combien rafraîchissant. La petite fille et la lune, la licorne et le vent dans les roseaux parlent également de liberté, mais en abordant subtilement les questions de privation, l'enfermement et l'interdiction. Refusant tout manichéisme, chaque récit nous incite à comprendre sans émettre de jugement. L'oiseau est emprisonné par la nuit pour rompre sa solitude, la licorne pour tromper l'ennui d'un roi et les musiciens pour atténuer la souffrance d'un autre. Pour sortir de l'impasse, chaque court-métrage offre une issue édifiante que les enfants pourraient méditer à loisir. Les parents pourront également échanger avec eux sur la question de la liberté d'expression, abordée tout en finesse dans Le vent dans les roseaux. Ces fables, servies par des esthétiques singulières, témoignent du savoir-faire et de l'exigence artistique des réalisateurs. Leur maîtrise des techniques d'animation, papier découpé, dessin, animation par ordinateur, alliée à la délicatesse de leurs gestes, participe à bien des égards à la poésie qui se dégage du vent dans les roseaux. Le soin apporté à l'univers sonore vient parachever la beauté du programme, grâce notamment aux musiques originales qui accompagnent et rythment à merveille les histoires. Le doux son de la flûte qui s'invite dans chaque court-métrage crée un fil rouge musical qui apporte une véritable harmonie à l'ensemble. Le train de nuit dans la Voie lactée, édité par Rimini, aussi connu sous le nom de La Nuit du Galaxy Express, ce film d'animation japonaise est pour une raison absolument mystérieuse quasi inconnu dans nos contrées. Et pourtant, on tient là l'un des chefs-d'œuvre du genre. Adapté d'une célèbre nouvelle de Kenji Miyazawa, connu également pour la nouvelle Goshu d'une violoncelliste, il met en scène 2 chats dans un voyage introspectif à travers la Voie lactée grâce au Galactic Express. Giovanni est un chat habitant seul avec sa mère malade dans un village entièrement peuplé de gens félines. Alors que sur la place se déroule la célèbre fête des étoiles, il décide de s'en aller le temps d'une nuit vers d'autres lieux. Arrivé en haut d'une colline, un train apparaît soudainement, venu de nulle part. Giovanni monte à l'intérieur et retrouve son meilleur ami Campellena. Durant cette nuit particulière, ils feront diverses rencontres, aussi amicales qu'étranges. Sensible et grave, ce long-métrage de 1985 a une approche beaucoup plus métaphysique que la plupart des dessins animés du genre.
notamment les Miyazaki. Il ouvre certaines questions peu communes au genre et en répond à d'autres. Avec son atmosphère nocturne et fantasmagorique, presque hallucinatoire par moments, Train de nuit dans la Voie lactée tient une place atypique dans le paysage des films d'animation japonaise, à découvrir sans hésitation. Au service de la France, saison 2, éditée et diffusée par Arte. Une comédie d'espionnage en 12 épisodes créée par le scénariste des films OSS 117. 1960, Algérie, guerre froide, décolonisation, note de frais. La trépidante vie de bureau des meilleurs espions du monde. L'intrigue se déroule en France en 1960. Les services de renseignement français embauchent André Merlot, 23 ans, beau garçon bien élevé, malin mais influençable. Merlot aura beaucoup à apprendre pour servir et défendre les intérêts de la France. 3 fonctionnaires suffisants sont chargés de le former pour effectuer des opérations délicates et parfois saugrenues. André découvre les méandres de l'administration et navigue à vue au milieu des incidents diplomatiques à répétition. La saison 1 est toujours disponible. L'intégrale de la légendaire saga épique Prince Noir de Ted Willis édité par Élysée. Cette série est adaptée d'après le best-seller d'Anna Sewell, Black Beauty. La vie du prince noir, un superbe étalon qui passe de propriétaire en propriétaire pendant 15 ans. Il partage le bonheur, la misère et subit parfois la cruauté de ses maîtres alors qu'il impacte aussi le déroulement de leur existence.